Semir Olbel, bonjour. Bonjour. Alors, tu sors aux éditions CRS, Orphelin de Bourguiba, héritier du prophète, un livre événement et un livre on ne peut plus d'actualité en ce moment, puisque l'un des postulats principaux du livre, c'est que l'article 1 de l'ex-constitution est l'article fondateur de la modernité tunisienne. Or, donc, ce qui se joue précisément aujourd'hui, c'est la constitutionnalisation de la charia ou non, et si l'article 1 va être préservé ou pas. Ne penses-tu pas que le fait que l'on soit là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une partie, ou en tout cas l'aile droite d'Ennahda, relève le seuil de ces demandes et demande donc que la charia figure comme l'une des sources du droit dans la prochaine constitution, tu ne penses pas que nous en sommes là aujourd'hui parce que l'ensemble de la classe politique justement a été pour le consensus sur cet article A, ce qui malgré tout fait penser à une forme d'immobilisme ou de conservatisme en tout cas? Non, je pense que ce qui est en train de se passer, enfin déjà les jeux ne sont pas faits, hein, donc il y a tout un débat qui est en train de s'ouvrir, qui est un débat qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu sur la question de l'inscription donc de la charia dans la constitution de la Deuxième République. C'est un débat qui n'aurait pas dû avoir lieu parce que toutes les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée constituante, donc toutes les forces politiques qui ont fait campagne justement devant les électeurs au cours de l'année écoulée, s'étaient mises d'accord sur 3 éléments forts qui étaient les éléments du consensus de la transition démocratique. Ces éléments sont l'article 1er, donc le maintien sous la forme qu'on le connaissait de l'article 1er de la Constitution tunisienne de 1959, qui en réalité remonte à 56, pour l'essentiel. Le deuxième élément, c'est le code du statut personnel, donc qui a émancipé la femme tunisienne et qui a prohibé la polygamie et qui a institué le divorce judiciaire. Et le troisième élément, c'est le refus de toute forme d'action violente dans la sphère politique. Ça, c'était des éléments justement qui appartenaient, qui constituaient l'esprit républicain. C'était une plateforme de principe sur laquelle tous les partis se sont entendus, et parce qu'ils l'ont respecté, justement, ça a permis à cette transition démocratique de s'accomplir à travers les élections du 23 octobre. Ennahda avait beaucoup évolué en direction de l'article 1er et en direction justement d'un ralliement à la fois au pragmatisme politique et à l'idée d'un État civil. Parce qu'en réalité, l'article 1er de la Constitution, même s'il dit que l'islam est la religion de l'État, il dit aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est tous les éléments justement qui sont présents dans l'article 1er, le fait que la Tunisie soit un État libre, indépendant et souverain, j'insiste sur cette notion de souveraineté parce qu'elle est absolument capitale, mais c'est aussi les articles 5 et 6 de l'ancienne Constitution qui posent le principe de la liberté de conscience, donc implicitement de la liberté pour un musulman de changer de religion pour respecter justement sa conscience, et ça c'est un droit qui lui est garanti, qui lui était garanti. L'article 6 qui pose le principe de la non-discrimination entre les citoyens tunisiens sur la base du sexe, de la race ou de la religion. Tous ces éléments bout à bout avec l'article 1er, ainsi que l'absence de toute référence à la charia dans l'ancienne constitution, nous amène à penser que cet article 1er, justement, il fonde en réalité le caractère moderne et civil de l'État tunisien. C'est-à-dire qu'il entoure l'État tunisien d'une enveloppe d'islamité, il rend hommage à l'identité du peuple tunisien qui s'exprime à travers l'arabité et à travers l'islam, mais pour autant ce n'est pas un carcan dans lequel cet État est enfermé, et c'est au contraire un dispositif qui est un dispositif séculier qui s'inscrit dans une modernité, mais une modernité qui n'est pas laïque, mais qui est séculière. Donc c'est ce dispositif juridique, qui est un dispositif que je qualifierais de progressiste et de moderne, qu'il faut aujourd'hui essayer de défendre et essayer de préserver. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aile droite de Ennahda, si on veut, ainsi que peut-être certains de leurs alliés au sein de la Constituante, parce que je pense que Ennahda n'est pas seul dans ce combat. Il y a certainement une bonne partie des représentants de l'Arlid qui partagent ce point de vue, et une partie, j'espère que ce n'est pas une bonne partie, mais en tout cas une partie significative des représentants du CPR qui sont également sur cette ligne, ainsi que quelques indépendants. Donc c'est, j'allais dire, un combat qui dépasse simplement Ennahda. C'est un combat qui est
plus délicat, parce qu'il nous met aux prises avec un groupe quand même assez important à l'Assemblée. Ces gens, en fait, sont en train de noyer le poisson, c'est le cas de le dire, puisque, en réalité, ils s'accrochent au littéralisme, ils s'accrochent à la formulation de l'article 1er en disant, à partir du moment où l'islam est la religion de l'État, ce n'est pas incompatible avec l'inscription de la charia dans la Constitution, puisque cela en découle. C'est absolument faux. C'est absolument faux pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas prendre l'article 1 et le lire isolément par rapport aux autres articles qui forment le dispositif de l'article 1er et qui forment la solution bourguibienne. Ça, tous les constitutionnalistes vous le diront, tous les constitutionnalistes l'expliqueront. C'est ce que préconise Nahda, en fait, c'est un changement total de logique. Aujourd'hui, on est dans la logique d'un État civil et séculier, tolérant, avec une enveloppe d'islamité. Si le projet défendu par les représentants de Nahda est adopté, on passerait dans une logique d'un État religieux, d'un État islamique, avec une enveloppe d'islamité. Avec une enveloppe de civilité. Oui. Et donc là, ce serait en réalité un inqilab, quoi. Ce serait un renversement total des choses. Oui. Je pense que la ligne aujourd'hui, le discours qu'il faut tenir, c'est un discours très simple, c'est un discours qui fait appel à la raison des Tunisiens, à leur sens des responsabilités, et qui consiste à dire, nous nous sommes mis d'accord tous ensemble sur un certain nombre de principes. Personne n'a forcé la main à Nahda quand justement elle a accepté à la fois le code du statut personnel dans toutes ses implications et l'article 1er de la Constitution dans toutes ses implications. Elle a fait preuve d'esprit de consensus et d'esprit républicain. Aujourd'hui, elle semble sur le point de faire une volte-face. Cette volte-face risque de diviser profondément le peuple tunisien, donc c'est quelque chose de profondément aventureux, et en même temps, cette volte-face est une atteinte au principe et à l'esprit républicain tel qu'il s'est manifesté pendant toute la période de la transition. Donc c'est véritablement une voie dans laquelle il faudrait ne pas s'engager. C'est une volte-face par rapport à l'état civil aussi, par rapport à... Oui, c'est une volte-face. C'est une volte-face par rapport à l'état civil, mais c'est surtout une volte-face par rapport aux engagements qui ont été pris par ce parti devant les électeurs. Donc là, on est réellement face à une forme de trahison des engagements, en tout cas. Étant donné que vous avez certainement conservé vos contacts avec les décideurs du PDP et que vous suivez certainement d'intérieur les négociations en cours entre le PDP et donc les deux grands autres partis, Etajdid et Fertoums, dans un grand parti qui se situerait au centre de l'échiquier politique, ne craignez-vous pas justement de droitiser le centre de gravité de la classe politique tunisienne avec la disparition d'une gauche socialiste modérée entre justement ce grand parti et les communistes du POCT par exemple? Bon, alors je tiens à corriger ou à nuancer. J'ai participé à la campagne électorale justement et j'ai joué un rôle dans l'équipe de campagne du PDP auprès de Nejib Chebbi avant le 23 octobre. Aujourd'hui, je suis toujours évidemment militant du PDP, je suis toujours actif au sein du PDP, mais je n'occupe plus de responsabilités. Donc ces négociations, je ne les ai absolument pas suivies. J'ai quelques informations à ce sujet, mais sans plus. Donc là, je vais répondre en tant que citoyen engagé, mais pas en tant que responsable politique, parce que ce serait faux et mensonger. Est-ce qu'il y a un risque de droitisation? Bon, la droitisation, j'ai l'impression qu'elle s'est déjà produite. Quand on voit le résultat des élections à l'Assemblée constituante du 23 octobre, on peut prendre une loupe et chercher la gauche, malheureusement. Donc elle n'a pas eu une audience significative. Elle était déjà en crise, la gauche arabe d'une manière générale était déjà en crise depuis des années et des décennies, et le résultat des élections n'a fait qu'entériner cette crise. C'est d'ailleurs un véritable problème pour le devenir des processus démocratiques d'une manière générale, parce que justement c'est l'hégémonie d'une certaine forme de pensée sur une autre. Je pense qu'il faut également se garder de trop d'analogies avec la scène politique française. En France, quand on parle de parti centriste, on pense immédiatement à un parti de centre-droit, parce qu'effectivement centre est devenu synonyme de centre-droit, et le centre-gauche a été absorbé dans la gauche. Je crois que ici, s'agissant de la scène politique tunisienne, c'est un ensemble qui serait progressiste, qui se réclame des valeurs du progressisme, qui se réclame d'une certaine vision de la modernité, et qui se situe au centre, mais en réalité plutôt au centre-gauche, de l'échiquier politique tunisien.
Risque de droitisation, je ne sais pas. Je sais simplement qu'il y a il y a 2 formations qui se sont engagées dans un processus de fusion qui devrait très rapidement se matérialiser, c'est-à-dire le PDP et FR, et qu'il y a une 3e partie, un 2e pôle, c'est-à-dire ETHD plus les indépendants du PDM plus le PTT, qui sont engagés dans des discussions et qui, à terme, ont vocation à se retrouver avec le parti issu de la fusion entre le PDP et FR pour constituer, j'allais dire, le pendant sur la scène politique tunisienne de la coalition démocratique qui s'est mise en place à l'Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que c'est des partis qui travaillent déjà ensemble, en réalité, qui agissent déjà de concert au sein de l'Assemblée nationale constituante, puisque en réalité ces 3 partis et quelques autres ont formé ce qui est devenu le 2e groupe parlementaire avec 30 ou 31 députés aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ce clivage entre guillemets droite-gauche. C'est un clivage qui s'agence plutôt selon un axe économique, traditionnellement. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que les clivages pertinents aujourd'hui entre les différentes forces politiques et entre les différentes forces sociales soit véritablement un clivage qui s'organise selon un axe économique. On est aujourd'hui beaucoup plus clivé sur les questions identitaires, on est beaucoup plus clivé sur la question de la nature de l'État, du rôle, du périmètre de l'État, on est beaucoup plus clivé sur des questions, voilà, encore une fois en rapport avec la modernité et avec la religion, en tout cas avec une certaine vision de la religion, une religion totalisante et hégémonique, ou au contraire une religion du fort intérieur. Et à mon avis, les 3 partis que vous venez de citer et quelques autres, il n'y a pas véritablement d'éléments qui les différencient selon cet axe-là. Le jour où on aura terminé cette transition démocratique, le jour où véritablement on aura fini ce travail de clarification des concepts et de la constituante, alors tout naturellement la dialectique économique et sociale reprendra ses droits, et là il y aura peut-être des tiraillements qui s'exprimeront au sein des différents partis ou entre ces partis et d'autres selon un axe économique. Aujourd'hui, j'ai pas véritablement le sentiment que ce soit le cas, et j'ai pas non plus le sentiment que les gens, même ceux qu'on classe de libéraux parmi ceux qui ont rejoint cette formation en devenir, soient véritablement partisans de moins d'État tout de suite. Je pense que la Tunisie aujourd'hui elle a plutôt besoin de plus d'État, de mieux d'État, mais de plus d'État, parce qu'il y a toute une cohésion territoriale, il y a toute une cohésion sociale à rebâtir, il y a tout un développement des régions qui ont été marginalisées à impulser, il y a un pouvoir d'achat des Tunisiens à restaurer, il y a énormément d'urgences qui ne pourront être prises à bras le corps que par un acteur puissant, j'allais dire également doté d'une capacité d'emprunt, parce qu'il faut bien voir les choses comme elles sont, et cet acteur c'est l'État, beaucoup plus que le privé. L'État-providence. L'État-providence, oui, parce qu'en réalité c'est la faillite de l'État-providence qui a apporté la révolution, c'est le fait que l'État n'ait pas été capable d'honorer les promesses au nom desquelles il avait été institué, qui explique que les Tunisiens se soient soulevés. Ils se sont soulevés contre l'oppression, et ils se sont soulevés aussi contre l'injustice. Et en fait, ce qu'ils demandent, leur cri, c'était un appel, et c'était le contrat social. Ils demandent la réalisation du contrat social. Et aujourd'hui, si on veut être à la hauteur justement de la mission historique qui est celle de notre génération, c'est de réinventer un contrat politique et un contrat social, pour permettre à la Tunisie justement d'évoluer dans la cohésion, dans la sérénité et tourner vers l'avenir. Donc voilà.